Cube. Q-U-B. Du front, des idées, du camp. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre. Cube. Bon jeudi, Isabelle Perron en remplacement d'Isabelle Maréchal qui sera de retour demain vendredi. Sous le soleil, ça fait du bien. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie d'ajouter votre voix à cette émission. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346 en tout temps, par texto, par téléphone. Ça nous fera plaisir d'échanger, de vous entendre aussi parce que j'ai l'impression que le premier sujet de l'émission va faire grincer des dents certains. Est-ce qu'on est lâche au Québec? Et c'est une vraie question. Est-ce qu'on est lâche? Est-ce qu'on est paresseux? On se rappelle, il y a à peu près 20 ans, pas tout à fait encore, mais Lucien Bouchard avait dit cet énoncé-là que les Québécois étaient paresseux. Il y avait eu levé de bouclier, on s'est lancé des tomates. Et par la suite, quand on regarde 20 ans plus tard, est-ce que c'est mieux? On sait qu'avec les tarifs de l'autre côté, on veut essayer de miser sur le Québec, le Canada, du moins, on veut être un peu plus autosuffisant, on veut être capable de se fier un peu plus sur nous. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'avec la façon dont on travaille au Québec présentement, on est capable d'y arriver? Je me pose la question et j'ai plusieurs invités pour tenter d'y répondre, mais vous pouvez également faire partie de la discussion au 187 Cube Radio. Marc Ranger, vous êtes un ancien directeur québécois pour le Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour. Bonjour. Julia Posca, vous êtes sociologue, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Vous avez également écrit le livre « Travailler moins ne suffit pas », publié en 2023. Merci d'être avec nous. La première question qu'on pose, est-ce que l'on est lâche au Québec? Je me tourne vers vous tout d'abord, Marc Ranger. Est-ce qu'on est lâche au Québec? Est-ce qu'on peut prétendre ça? Oui, c'est toute une question, mais je pense qu'il y a une grande légende urbaine là-dedans, parce que quand on regarde les heures travaillées annuellement, puis qu'on compare dans les pays de l'OCDE, le Canada se compare avantageusement. Donc, je pense que la question posée de cette façon-là, est-ce qu'on est lâche? Non. Le problème de productivité au Canada ou au Québec, mais le Québec, ça s'est grandement amélioré depuis quelques années, mais le problème est davantage sous-investissement en formation de la main-d'œuvre, des entreprises qui n'ont peut-être pas de support parfois pour investir davantage en technologie de l'information. On parle de mécanisation, d'automatisation des activités. On sait que là, quand on regarde les facteurs clés pour augmenter la productivité, ça prend des investissements en recherche et développement aussi. Puis le Canada, là-dessus, est un peu un cancre. Il y a des grands progrès à faire. Mais sur la question, est-ce qu'on est lâche? Moi, j'ai passé toute ma vie, évidemment, dans le milieu syndical. Certains diraient que j'ai peut-être un biais, mais j'ai négocié dans tous les secteurs d'activité. Puis souvent, la négociation, c'était gagnant-gagnant d'accroître la productivité. Puis oui. C'est que ce qu'on entend là, dans le milieu syndical, puis vous allez pouvoir répondre, c'est que souvent, dans certains milieux de travail, le syndicat favorise les gens qui sont moins productifs. On entend souvent ça de dire, bon, mais les gens productifs, il faut qu'ils descendent leur niveau, puis les moins productifs sont protégés. Qu'est-ce que vous diriez à ça? Mais encore là, moi, je me battais contre ça. C'est-à-dire, j'ai négocié, prendre un exemple, l'École bleue de la Ville de Montréal. Et puis, à un moment donné, à l'époque, il y a une douzaine d'années, le syndicat voulait récupérer de la sous-traitance à l'externe, mais par contre, avait une demande pour réduire la durée de la semaine de travail. Fait que ça, c'est un exemple concret. Semaine de travail qui est 36 heures, puis le syndicat me disait, on veut la réduire à 35. Puis moi, je leur disais, là, on n'est pas logique, là. On veut récupérer de la sous-traitance, mais de l'autre côté, on veut réduire la durée de la semaine de travail. Alors, je me suis battu contre ça. On a réussi, on a maintenu la durée de la semaine de travail, on a récupéré des emplois, on a montré être plus productif. Autre exemple, un service municipal, c'est du 7 jours sur 7. Souvent, les gens ne voulaient pas travailler la fin de semaine puis disaient c'est du temps supplémentaire la fin de semaine. Mais moi, je disais non, au contraire. Il y a des besoins 7 jours sur 7. Il faut créer des postes, créer de nouveaux emplois, mais des emplois qui vont rendre des services à la population. Donc, encore là, c'est pour ça que je dis qu'il y a entre les perceptions et la réalité, c'est deux mondes différents. Moi, je pense qu'au Québec, on est loin d'être lâche. Au contraire, on se compare avantageusement à d'autres. Puis il y a un équilibre qu'il faut trouver aussi entre la vie professionnelle puis conciliation travail-famille. Je pense qu'on a cet équilibre-là. Julia Posca, dans votre livre, il y en est question de travailler différemment. Est-ce que vous trouvez qu'on manque justement de productivité au Québec? Non, bien, puis il faut savoir
de quoi on parle, en fait, quand on parle de productivité. Là, c'est un indicateur qui, généralement, on prend le PIB d'un pays ou d'une province, par exemple le Québec, puis on le divise par le nombre d'heures travaillées. Et là, on peut comparer comme ça. Puis c'est sur cette base-là que le premier ministre du Québec dit, vous voyez, l'Ontario a une productivité plus élevée que le Québec. Bon, il y a beaucoup de problèmes avec ça. C'est que on compare des structures industrielles différentes. Si on fait l'exercice, puis on l'avait fait, nous, à l'IRIS, là, de comparer des structures. On prend le Québec et l'Ontario et on simule qu'ils ont la même structure industrielle et on se rend compte que la productivité, elle est la même, en fait, ou elle est comparable au Québec et en Ontario. Donc, au niveau macroéconomique, si on veut, en fait, c'est pas tant un problème de productivité, c'est vraiment, on a des industries différentes, puis après ça, au niveau individuel, il y a on citait Lucien Bouchard tantôt qui disait qu'il faudrait que les Québécois travaillent plus parce qu'on a l'impression que si on travaille plus, dans le fond, on va produire plus de richesses. Et ça, les études démontrent que c'est faux. En fait, plus les gens travaillent, à un moment donné, il y a une limite. Et en fait, ils deviennent moins efficaces au travail, moins motivés, plus stressés. Et en fait, les études montrent que quand les gens travaillent moins, au contraire, ils arrivent plus reposés au travail, ils sont plus disposés, plus motivés et donc ils travaillent mieux. Ça voudrait dire quoi travailler moins? Est-ce qu'on a des chiffres ou des barèmes? Parce que vous l'avez mentionné, Marc Ranger, tantôt, certains parlaient à un moment donné de la semaine de 4 jours. Ça veut dire quoi travailler moins? La semaine de 4 jours, c'est un exemple. Donc, au Québec, la semaine normale, elle a 40 heures. Puis d'ailleurs, il faut dire qu'en moyenne, les gens qui travaillent à temps plein au Québec, ils travaillent à peu près ce 40 heures-là. Donc, ce serait difficile de les faire travailler plus, à moins, justement, de les faire dépasser une norme, finalement, qu'on a décidé collectivement de respecter. Travailler moins, donc ça pourrait être d'aller vers des semaines de 32 heures, mais ça peut être 35 comme en France, ça peut être 36 comme l'Islande le fait dernièrement, parce que partout où il y a eu des projets pilotes de réduction du temps de travail, les organisations se sont rendues compte, que ce soit des entreprises privées ou publiques, que justement les gens étaient en fait beaucoup plus efficaces au travail parce qu'ils étaient plus reposés, parce qu'ils avaient eu plus de temps pour leur vie personnelle et donc ils étaient plus motivés puis il y avait moins de perte d'efficacité due à la fatigue. Mais moi, j'ai l'impression, que ce soit Julie ou Marc, j'ai l'impression qu'un 32 heures travaillé n'est pas le même pour tous. Il y en a qu'en 32 heures, ils vont rentabiliser le temps de travail. Il y en a en 32 heures, ils vont discuter la moitié du temps à machine à café, ils vont se traîner les pieds, photocopieuse, patoum. C'est comme si le 32 heures travaillé pour une personne n'est pas le même pour tous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une question d'encadrement là, au travail, là, parce que, en principe, puis moi, j'ai toujours défendu ça toute ma carrière, quand on détermine puis on négocie une durée d'un horaire de travail, si c'est 36 heures, c'est souvent le service public, on voit aussi des horaires de 38 heures et 3/4, de 36 heures, 35 heures, ça, c'est le minimum pas mal dans les services publics. Mais les gens, ces heures-là, on favorise qu'ils les travaillent pleinement. S'il y a un problème de productivité, il y a des gestionnaires qui ont un rôle à jouer. Puis je répète, moi, je l'ai toujours défendu là-dessus, parce que si on parle d'emploi manuel, entre autres. Je disais tantôt d'employés col bleu. Moi, je leur disais, mon travail à moi, c'est de négocier les meilleures conditions possibles. Mais vous, votre travail, c'est de travailler à 100% la durée du temps de travail. Puis de trouver des moyens d'efficacité. Comme par exemple, je donne un exemple concret, la période de repas. Si on permet, par exemple, à des employés de col bleu de revenir à leur lieu de travail pour prendre la période de repas, puis là, tu as une période de temps qui est perdue de 30 minutes, 45 minutes de déplacement, c'est pas productif. Et ça, moi, j'étais un discours qui, des fois, pouvait agacer des gens, mais je me disais, arrangeons-nous pour que le 9 heures par jour de travail, dans le cas de la semaine de 4 jours, soit un 9 heures complet, entier, maximum, de façon productive. Et pour le reste, au niveau des conditions de travail, les employeurs voient une approche gagnante-gagnante puis sont prêts à investir davantage. Fait que moi, l'exemple où des gens ne travaillent pas leurs 35 heures complets ou leurs 30 heures complets, ils ont une prestation de travail à fournir, ils doivent le faire. Puis je viens d'un environnement où moi, je gérais à la fin de ma carrière, au niveau syndical, comme directeur québécois, une équipe de 150 négociateurs. Savez-vous quoi? Oui, il y avait une durée de la semaine de travail, mais moi, je donnais un maximum d'autonomie et je gérais en fonction des résultats. Et les gens en donnaient plus à leur organisation parce qu'il y avait cette autonomie-là. C'est sûr que dans certains emplois, c'est plus difficile de trouver une autonomie, mais dans d'autres où c'est possible de favoriser cette flexibilité-là, les gens en donnent plus, il y a un plus grand sentiment d'appartenance. Fait que je reviens avec votre question de départ.
moi, je crois pas du tout qu'au Québec, on soit plus lâche au niveau de la productivité. Je pense qu'il peut y avoir certains problèmes, mais de façon générale, le Québec a fait des pas de géant. C'est pas pour rien que l'écart de richesse entre l'Ontario et le Québec a aussi diminué. Le premier ministre Legault a raison là-dedans. Puis il y a des efforts multifactoriels, parce que c'est beaucoup de facteurs. Julie, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de penser productivité selon les résultats plutôt que les heures de travail? Bien, c'est-à-dire que le problème, c'est aussi de penser de manière générale à ce concept-là, alors que d'une industrie à l'autre, ça va varier beaucoup ce que ça veut dire. Tu sais, on peut, dans une usine, introduire des nouvelles machines qui vont faire qu'on va produire plus de valeur par heure travaillée, donc la productivité va augmenter. Mais si on va, par exemple, dans le milieu de la santé en général dans l'industrie des services sociaux, de l'éducation, bien là, on peut pas, on a besoin, en fait, on parle d'un travail où il y a une relation humaine qui doit être établie et la qualité du travail et donc des services rendus va dépendre du temps qu'on a pour accomplir ces tâches-là. Et donc, c'est des industries où on a besoin de temps lousse, de temps où les employés discutent entre eux d'un patient, par exemple, d'une situation. Et donc, c'est pour ça que la productivité, c'est pas c'est-à-dire c'est un indicateur qui est insuffisant pour savoir est-ce que le travail qui est accompli, il est de qualité, est-ce qu'on répond aux besoins de la population. Et donc, on ne peut pas aussi adopter les méthodes du secteur manufacturier, par exemple, puis les implanter dans des industries comme la restauration ou l'hôtellerie, parce que là, ça devient dangereux, même sur le plan de la santé et sécurité au travail. Et donc, ça peut être problématique même pour les entreprises. Là. Mais est-ce que ce serait donc le sentiment d'appartenance? Parce qu'on le voit quand même, là, certains qui vont se traîner les pieds, on parle de restauration, il y en a qui vont être sur leur cellulaire, ça va être long. Des fois, on essaie d'avoir des services. On dirait qu'il y a de plus en plus de personnes en fonction publique, mais on essaie d'avoir un rendez-vous, une ligne quelque part, puis on ne l'a pas. On a l'impression, il me semble, qu'on a moins de services qu'avant. Puis dans les entreprises aussi, des fois, se faire servir ou entre collègues, on voit dans la fonction municipale, entre autres, il y avait un cadre qui me disait, moi, je suis un contremaître, puis j'essaie d'en faire plus, mais les autres contremaîtres de mon niveau sont fâchés après moi, puis j'ai mauvaise réputation parce que j'essaie d'en faire plus. Alors, est-ce que le fait qu'on a l'impression peut-être par moment qu'il y a peut-être un manque d'efficacité, est-ce que ce serait le sentiment d'appartenance plutôt que la productivité qu'il faudrait regarder? Bien, sentiment d'appartenance, moi, j'entends la capacité d'un travailleur ou d'une travailleuse à prendre des décisions dans son milieu de travail pour améliorer les processus de travail. Puis souvent, les travailleurs, ils n'ont pas nécessairement cette autonomie-là parce qu'ils sont, dans une position subordonnée. On parlait de l'accès aux services. Dans les dernières années, il y a eu plusieurs réformes dans le réseau de la santé, par exemple, pour, soi-disant, améliorer l'efficacité, améliorer l'accès aux services. Mais en fait, on a rajouté des processus de surveillance, des processus bureaucratiques qui ont alourdi la tâche et on a enlevé de l'autonomie aux employés. Et donc là, oui, effectivement, ça fait qu'il y a un manque de motivation, un manque de... Je sens que j'ai pas le contrôle sur mon travail alors que je sais comment... Je pourrais mieux faire mon travail si on me laissait le faire, si on me laissait avec mes collègues, finalement, adopter les meilleures pratiques. C'est la situation inverse qui se passe, notamment dans le secteur public. Puis dans le secteur privé aussi, ce manque d'autonomie-là, où est-ce que finalement, on s'en remet à des gestionnaires pour décider c'est quoi les meilleures pratiques, alors que souvent, ce serait plutôt d'impliquer les équipes de travail pour améliorer la prestation. C'est un bon point, l'autonomie. Au 187 Cube Radio, il y a beaucoup de textos. Oui, on est lâche au Québec. Tout le monde qui travaille pour le gouvernement passe son temps à rien faire. Ça, c'est le commentaire de Yves, là, si je le modifie, là, si je le paraphrase, voilà, je cherche mon mot. Je suis camionneur et faire en bas de 12 heures, c'est quasiment impossible. Des fois même, c'est 15 heures par jour sans pause. Il y en a certains qui parlent de congé maladie, que ça peut avoir un impact sur le travail. Je vois Marc Ranger, quand on dit « oui, le Québec est lâche », ça vous fait réagir? Bien, ça me fait réagir parce que c'est une grande déclaration, mais on parle de monsieur qui est camionneur, mais je regarde dans le réseau de la santé, là, les quarts de travail de 12 heures, c'est régulier, même du 16 heures, le temps supplémentaire obligatoire, la charge de travail. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas établir des règles claires. J'ai réagi à Yves qui dit que
Oui, on est lâche au Québec, mais je l'amènerais faire un tour, moi, dans des hôpitaux, dans les services publics, dans les services de garde, dans les CPE. Je veux dire, à peu près n'importe où. Oui, il y a des cas. Puis moi, je donne toujours la règle du 5 dans toute organisation. Il y a 5 de cas problématiques récurrents qui tendent à tirer vers le bas tout le monde. C'est la responsabilité autant de l'organisation, puis dans un milieu syndical, moi, j'ai toujours dit, et du syndicat, de ne pas laisser cette force d'inertie tirer tout le monde vers le bas. Ça, c'est un défi. Mais de faire une règle générale et de dire que la majorité, où c'est totalement faux, je ne l'ai jamais constaté, mais oui, toute ma vie, je me suis battu contre le 5 d'inertie qui, parfois, dans le milieu de travail, peut réussir à prendre le dessus, et c'est là où c'est dangereux. Mais il y a le monde, c'est vrai que sur le plancher, on pense aux hôpitaux, par exemple, c'est vrai que ça, on en parle beaucoup du TSO, mais je pense que c'est pas tous les milieux de travail qui ont ce genre-là. C'est un chiffre également qui attire l'attention, Julie et Marc, c'est Julia et Marc, vous faites bien de me reprendre, c'est le nombre de journées maladie aussi qui semble vouloir augmenter. On disait, selon certains chiffres, que c'est une 20aine de jours par année à peu près, là. Je sais pas si ça vous sonne une cloche quand on parle de ces congés maladie-là. Bien, il y a en fait une proportion assez élevée de gens qui disent au Québec vivent beaucoup de stress en lien avec le travail. Puis c'est pas juste au Québec, là, c'est une tendance dans beaucoup de pays en Occident. Le travail est un facteur de stress important. Sentiment de surcharge qui est lié au fait, entre autres, de manquer de temps pour concilier travail et vie personnelle, vie de famille. Et donc, ben, ça se traduit notamment par les congés de maladie. Et c'est pour ça que c'est contre-intuitif, mais quand on travaille moins, ben, on a aussi plus de temps pour se reposer. Et donc, ça diminue le taux d'absentéisme au travail, que ce soit pour la maladie ou pour prendre soin de la famille. Donc, depuis les années 70, le temps de travail n'a pas diminué au Québec. Et les contraintes de la vie à l'extérieur du travail ont augmenté. Donc, moi, ça ne m'étonne pas de voir que le nombre de congés de maladie est élevé. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir une réflexion sur est-ce que le régime du travail actuellement, il favorise le bien-être et donc il favorise le bien-être à l'extérieur du travail, mais aussi au travail. Et est-ce qu'on n'aurait pas avantage à modifier ce régime-là pour que les employés, finalement, aient des meilleures conditions? Ouais. Julia Posca, Marc Ranger, je vous garde en studio. Est-ce qu'on est lâche au Québec? Est-ce qu'on est paresseux? On a l'impression que d'un côté, il y a des gens productifs qui sont très malheureux parce qu'ils se sentent incompris. Il y en a d'autres, puis bon, qui se traînent les pieds, d'autres qui sont... C'est très particulier. Cette ligne-là sur le marché du travail, elle est mince, mais visiblement, il y a une crise dans le milieu du travail présentement. C'est quoi votre opinion? Est-ce que l'on est lâche au Québec? Est-ce qu'on est lâche au Québec? Je vais le dire comme il faut. Est-ce qu'on est lâche au Québec? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346 pour ajouter votre voix, que vous soyez sur l'application Cube à la télévision ou encore au 99.5 Montréal.